Bienvenue à tous dans ce journal, voici les principaux titres. De nouveaux ambassadeurs sont accrédités en République démocratique du Congo, celui du Canada et du Sénégal. Ces derniers ont été reçus ce jeudi par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à qui ils ont présenté leur lettre de créance. Le président de la République a aussi reçu en audience ce même jeudi le nouveau représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Et puis 5 milliards de dollars américains, c'est le montant du projet de budget exercice 2018 en RDC. Ce projet a été déposé ce mercredi 15 novembre au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala et le processus électoral aura le gros de ce budget. Cependant, un budget de 5 milliards de dollars américains en 2018, il est moins que celui de 2017 et 2016 sous le Premier ministre Matata Ponyo qui se levait respectivement à 7 milliards 683 millions de dollars et à 6 milliards de dollars. Et enfin, la province du Nord Kivu en phase de relance de son industrie. Déjà, les travaux de sensibilisation des industriels de cette partie du pays ont été lancés ce jeudi à Goma. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Léou, qui a procédé à ce lancement, a annoncé pour bientôt la transformation en bureau d'études nationales de planification industrielle de la cellule d'études et de planification industrielle. Deux ambassadeurs plénipotentiaires ont présenté leur lettre de créance ce jeudi 16 novembre 2017 au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il s'agit de l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, et celui de la République du Sénégal, Papa Talam Diao. Les deux diplomates ont été reçus en audience par le chef de l'État congolais. Joseph Kabila Kabange a aussi reçu en audience ce même jeudi le révérend Dr André Bokundoa Bolikale, nouveau représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Même si le motif de la visite du numéro 1 de l'ECC n'a pas été révélé, tout porte à croire que le révérend André Bokundoa est venu présenter au Père de la Nation sa politique de la conduite de l'Église du Christ au Congo. Dépôt du projet de budget exercice 2018 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala ce mercredi 15 novembre. Fixé à 5 milliards de dollars américains, ce budget national a été adopté mardi 14 novembre par le gouvernement et attend son examen et approbation par la Chambre basse du Parlement. Sans surprise, les opérations électorales occupent le gros de ce budget. Une somme de 912,5 milliards de francs congolais, soit environ 500 millions de dollars américains, seront affectés à ces opérations. Le projet de loi de finances devrait être déposé un peu plus tôt, mais nous nous sommes retrouvés devant certaines obligations, certains préalables auxquels nous étions astreints et qui ont fait que les conditions soient réunies seulement au jour d'aujourd'hui pour déposer ce projet de loi de finances. Et je pense qu'avec le calendrier qui a été publié le 5 novembre dernier, avec la loi de finances qui sera votée et promulguée, nous nous embarquons dans la locomotive dont la gare centrale sera la tenue des élections. J'invite l'ensemble des forces politiques de notre pays, qui sont les acteurs de la compétition, à se préparer pour que le 23 décembre 2018, comme prévu par la CENI, que nous démontrions à la face du monde que notre peuple, le peuple souverain, a une grande faim, une grande soif de démocratie. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, peut ici trouver satisfaction. Car au cours de la publication du calendrier électoral, il avait affirmé attendre du gouvernement au plus tard le 30 novembre l'actualisation du plan de décaissement des fonds pour la prise en charge des opérations électorales. C'est donc chose faite. Ici est de rappeler qu'en 2017, le budget national était évalué à hauteur de 11 milliards 524 millions de francs congolais, soit 7 milliards 683 millions de dollars américains, alors qu'en 2016, il était de 6 milliards de dollars américains.
Relance du secteur industriel au Nord Kivu, les avancées sont significatives. Ce jeudi 16 novembre 2017, le ministre national de l'Industrie a ouvert les travaux de sensibilisation des industriels de cette province sur l'importance de la cellule d'études et de planification industrielle. Marcel Ilunga Léou a aussi annoncé que cette cellule va être transformée sous peu en un bureau d'études nationales de planification industrielle. Accompagné d'une forte délégation des experts de la cellule d'études et de planification pour sensibiliser les industriels du Nord Kivu en général et en particulier ceux de la ville de Goma sur l'importance de la cellule d'études et de planification industrielle qui va se transformer d'ici là en bureau d'études nationales de planification industrielle et aussi sur le rôle et l'importance des statistiques dans le développement industriel de notre pays. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a pris part à cette ouverture des travaux sur l'industrie, a exprimé le vœu de voir naître dans sa province une usine de traitement de coltan à Goma. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga, n'est pas resté silencieux face à ce souhait. Le gouvernement de la République est tout à fait sensible. Nous savons que le coltan, c'est une des grandes matières qu'on extrait ici à Goma et nous allons tout faire pour qu'une fiche technique soit déjà élaborée et que le gouvernement prenne des dispositions pour les études de faisabilité afin de pouvoir, avec le secteur privé, installer une grande usine de traitement de coltan ici dans la ville. Tout juste après l'ouverture des travaux de sensibilisation des industriels de Goma, la délégation que conduisait le ministre Marcel Ilunga a visité la cimenterie de Nyiragongo, une œuvre congolaise qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Je suis tout à fait impressionné par la qualité de l'industrie, surtout l'extension qu'il est en train de faire. J'ai tenu personnellement à venir visiter pour que nous puissions voir au niveau du gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire pour ce fils du deux pays, l'encourager, de sorte qu'il puisse terminer cette extension et fournir du ciment de meilleure qualité aux filles et aux fils de Goma et même de la grande province du Nord Kivu. Comme vous l'avez constaté ensemble avec nous, c'est pratiquement fait par le fils du coin, un natif du coin. Et avec la matière qui vient de déchets ou de volcans de Nyiragongo, ce qu'il faut encore davantage encourager. Et j'ai demandé aux promoteurs de tout faire pour que dans l'avenir, toutes les matières nécessaires à la fabrication de ces ciments soient produites localement. Après les temps de guerre qu'a vécu la province du Nord Kivu, il était temps de relancer l'industrie, preuve de la paix instaurée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les entreprises Microsoft, Lenovo et 24 autres ont été pointées du doigt par Amnesty International pour utilisation frauduleuse du cobalt venant de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié mercredi 15 novembre 2017, l'ONG internationale accuse ces entreprises de n'avoir pas rendu publiques les informations sur leurs fournisseurs en cobalt. D'après Sema Jossi, spécialiste de la responsabilité des entreprises en matière des droits humains à Amnesty International, les premières enquêtes ont montré que les cobaltes extraits des mines par des enfants et adultes, dont les conditions épouvantables en RDC, est utilisé dans les chaînes d'approvisionnement de ces entreprises. Avant d'ajouter que ces entreprises ne demandent même pas d'où vient ces cobaltes qu'elles utilisent. Ce qui a poussé Amnesty International à conclure que Microsoft, Lenovo et 24 autres entreprises répertoriées ne se conformaient pas aux normes internationales les plus élémentaires. En ce qui concerne Lenovo, cette entreprise, constate Sema Joshi, présente elle aussi de mauvais résultats. Elle n'a pris que des mesures minimes pour déceler les risques en matière des droits humains. Le cobalt est un composant essentiel des batteries lithium-ion des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. Plus de la moitié de ce minerai extrait à travers le monde vient de la RDC. Et la communauté internationale a déjà averti plus de 29 entreprises des risques en matière des droits humains et des atteintes de ces droits liées aux activités d'extraction en RDC.
Fini la confusion dans les dossiers du lotissement du quartier Sokopao dans la commune de Limete. Le ministre des Affaires foncières Lomé Andou Malengui a rétabli la SCTP ex-ONATRA dans ces dossiers. La décision prise par les ministres Lomé Firadat car elle apporte des corrections notamment sur la compétence de la désaffectation reconnue au seul ministre de l'Urbanisme et Habitat pour un bien foncier faisant partie du domaine public de l'État. Les ministres qui avaient pris l'arrêté du 1993 relatif à la création du lotissement dénommé Extension Sokopao n'avaient pas qualité de désaffecter les terrains appartenant à l'ONATRA dès lors qu'il s'agit de l'espace du domaine public de l'État. La même erreur aurait été commise par les ministres des Affaires foncières qui avaient jugé bon de créer des parcelles à cet espace qui demeure un domaine public de l'État. Notez aussi que l'ex-ONATRA a vu ses sites squattés à plusieurs endroits à Kinshasa s'ils ne sont pas carrément vendus à des particuliers. On cite notamment de maisons construites le long de la voie ferrée dans la concession de l'eau dans la commune de Barumbu. La SCTP compte également un site spolié à Kingaboa dans la commune de Limete. Sachez que l'arrêté du ministre des Affaires foncières Lomé Andou Malengui casse l'arrêté ministériel du 2 décembre 1993 portant création du lotissement Sokopao, un site de près de 500 habitations appartenant à l'ex-ONATRA dans la commune de Limete. 15 morts, 6 disparus et 13 rescapés, tel est le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu dans la nuit du mardi au mercredi 15 novembre 2017, près de 17 km d'Issiro dans la province de Haut-Ouélé. Les sources locales affirment que le camion accidenté provenait d'un marché d'Issiro sur la route Ouamba et cherchait à s'effrayer un passage jusqu'à ce qu'il ait fini sa course dans un marécage à côté du pont Nava. À en croire le même source, les recherches se poursuivent pour essayer de retrouver d'autres corps enfouis dans la boue, vu que d'autres passagers ont pris place dans les camions en cours de route, ce qui pousse le chercheur à croire que le nombre des disparus soit au-delà de 6. Notez par ailleurs que la mairie d'Issiro déclare que les autorités provinciales et urbaines cherchent de voies et moyens pour organiser les funérailles de ces victimes qui étaient pour la plupart commerçants. La majorité présidentielle, par l'entremise de son porte-parole André Alain Atundou, s'est dit satisfaite de l'échec de la journée ville morte du mercredi 15 novembre. Le porte-parole de la MP s'est réjoui du fait que le peuple congolais n'a pas suivi le mot d'ordre lancé par les ennemis de la République. Par ailleurs, il appelle à la vigilance sans faille sur les radicalisés qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour bloquer le processus électoral. La majorité présidentielle est convaincue que les Quinois ont compris la mauvaise foi des démocrates de façade qui veulent créer délibérément une confusion dans l'esprit des Congolais pour aboutir à un dialogue politique dans l'espoir d'accéder au pouvoir par des combinaisons mafieuses en dehors de la seule voie démocratique en la matière qui est les élections, a indiqué André Alain Atundou. La majorité présidentielle note avec satisfaction la grande maturité du peuple congolais face aux opérations téméraires et intempestive de ville morte. La population congolaise dans son ensemble a superbement ignoré le mot d'ordre de ville morte lancé par certains activistes en mal d'inspiration dans le seul but de contrarier les initiatives du chef de l'État dans la normalisation de la situation politique de notre pays. Fort des amères expériences du passé, les Quinois ont compris la mauvaise foi et la supercherie de ces démocrates de façade qui veulent ainsi créer délibérément une confusion dans l'esprit des Congolais pour aboutir à un autre dialogue politique dans l'espoir d'accéder au pouvoir par des combinaisons mafieuses en dehors des élections, seule voie démocratique en la matière. Du reste, il s'y est de rappeler que cet appel à la ville morte le mercredi 15 novembre a été lancé par les mouvements citoyens, à l'occurrence Lucha et Filimbi, et soutenu par l'opposition. Le 16 novembre de chaque année, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture célèbre la date de sa création. De 1945 jusqu'à nos jours, cela fait 72 ans
depuis la création de l'UNESCO. Elle a été créée sous la volonté d'une conférence des nations pour l'établissement d'une organisation éducative et culturelle. La dite conférence, qui s'est tenue à Londres du 1er au 16 novembre 1945, a rassemblé le représentant d'une quarantaine d'États qui décidèrent de la mise en place de cette organisation destinée à instaurer une véritable culture de la paix. La mission de l'UNESCO est de promouvoir la paix dans le monde via la valorisation de l'éducation, de sciences exactes, sociales et humaines, de la culture, de la communication et de l'information. Par ailleurs, cette branche de l'ONU est aussi créée pour réorienter l'éducation et l'apprentissage de sorte que chacun ait la possibilité de se familiariser avec les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires pour avoir le moyen de contribuer au développement durable. Du reste, les déclarations prononcées lors de la conférence constitutive de l'UNESCO et inscrites dans l'acte constitutif de la nouvelle organisation sont les empreintes d'un fort universalisme. Les États signataires de l'acte constitutif expriment l'espoir que l'UNESCO contribue à mettre en place un fonds de connaissances et de valeurs pouvant sauvegarder l'unité de peuple. La communauté internationale appelle le Zimbabwe à la retenue après que l'armée ait placé le président Robert Mugabe en résidence surveillée. C'est depuis mercredi 15 novembre que les réactions des leaders du monde ont commencé à se faire entendre. Boris Johnson, ministre britannique des Affaires étrangères, a mis en garde contre une transition qui verrait un tyran non élu remplacé par un autre. Cette mise en garde a succédé aux déclarations de la première ministre britannique Theresa May, qui a appelé toutes les parties à la retenue. Les États-Unis et l'ONU ont eux aussi appelé à la retenue. Un représentant du département d'État américain a déclaré à l'agence France Presse que, bien que son pays ne prenne pas parti dans les questions politiques internes du Zimbabwe, il n'approuve pas l'intervention des militaires dans le processus politique. Du côté des Européens, on espère une résolution pacifique. Lors d'un point de presse, la porte-parole de l'Union européenne, Catherine Rey, a appelé à un dialogue en vue d'une sortie de crise. L'Union africaine a appelé elle aussi immédiatement au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Aux dernières nouvelles, le vice-président Emerson Mnangagwa et l'opposant Morgan Tsvangirai, réfugiés en Afrique du Sud tous deux, seraient de retour à Harare. L'église catholique zimbabwéenne, quant à elle, joue à la médiation actuellement à Harare. Jacob Zuma a convoqué les pays de la SADC à une réunion d'urgence à Gaborone au Botswana pour sortir le Zimbabwe de l'impasse. Les envoyés spéciaux du président sud-africain n'ont pas été autorisés par l'armée zimbabwéenne à rencontrer Robert Mugabe, selon certaines sources. Place à présent au rappel de principaux titres. Deux nouveaux ambassadeurs sont accrédités en République démocratique du Congo, celui du Canada et du Sénégal. Ces derniers ont été reçus ce jeudi par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à qui ils ont présenté leur lettre de créance. Le président de la République a aussi reçu en audience ce même jeudi le nouveau représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Et puis 5 milliards de dollars américains, c'est le montant du projet de budget exercice 2018 en RDC. Ce projet a été déposé ce mercredi 15 novembre au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala et le processus électoral aura le gros de ce budget. Cependant, un budget de 5 milliards de dollars américains en 2018, il est moins que celui de 2017 et 2016 sous le Premier ministre Matata Ponyo qui se levait respectivement à 7 milliards 683 millions de dollars et à 6 milliards de dollars. Et enfin, la province du Nord Kivu en phase de relance de son industrie. Déjà, les travaux de sensibilisation des industriels de cette partie du pays ont été lancés ce jeudi à Goma. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga-Léou, qui a procédé à ce lancement, a annoncé pour bientôt la transformation en bureau d'études nationales de planification industrielle de la cellule d'études et de planification industrielle. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce jeudi 16 novembre 2017. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre
Au-delà de la polémique sur l'adhésion ou non à l'appel des mouvements citoyens appuyés par l'opposition radicale, sans rentrer dans les débats politiciens du genre l'appel a été massivement, moyennement ou peu suivi, une chose est vraie, hier, hormis les bleus-blancs qui étaient rares dans les rues de la capitale, la journée a été quasi normale. Les Quinois qui les voulaient ont vaqué à leurs occupations. On pouvait se déplacer d'un point à un autre dès le matin. Si l'objectif avait été de paralyser la ville, ce n'est pas gagné. C'est le moins que l'on puisse dire, libre aux états-majors politiques de tirer les enseignements qu'ils veulent bien tirer. Analysant l'échec de la ville morte d'hier, la MP salue la grande maturité du peuple congolais. La famille politique du chef de l'État se félicite de l'échec de la journée ville morte, décrétée hier mercredi 15 novembre par les mouvements citoyens et soutenue par l'aile limitée du rassemblement. Dans un communiqué lu à la presse, le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atoundou Liongo, salue ce qu'il considère désormais comme la grande maturité du peuple congolais face aux opérations téméraires et intempestives des villes mortes. La majorité présidentielle note avec satisfaction la grande maturité du peuple congolais face aux opérations téméraires et intempestives des villes mortes, a déclaré André Alain Atoundou. La population congolaise dans son ensemble a superbement ignoré les mots d'ordre des villes mortes lancés par certains activistes en mal d'inspiration dans le seul but de contrecarrer les initiatives du chef de l'État dans la normalisation de la situation politique de notre pays, a-t-il indiqué. Et donc, pour la famille politique du chef de l'État, les expériences du passé qui constituent des opérations de ville morte sont devenues amères pour les habitants de la capitale qui ont désormais compris la mauvaise foi et la supercherie de certains démocrates de façade. Poursuivons cette revue de presse avec le même forum des As qui titre « Malgré l'appel à la manifestation lancée par les mouvements citoyens, la situation sécuritaire demeure relativement calme sur l'étendue du territoire national en dépit de quelques cas bénins signalés dans 5 provinces. » C'est avec assurance que le commissaire Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, a dressé le bilan de la journée d'hier, mercredi 15 novembre, sur le plan sécuritaire. La PNC a salué la maturité de tous les concitoyens qui n'ont pas répondu à l'appel des manifestés visant la déstabilisation des institutions légalement investies et la perturbation de l'ordre public. Nos concitoyens ont plutôt vaqué à leurs occupations habituelles, a soutenu le porte-parole de la PNC. Cette déclaration fait suite aux appels des mouvements citoyens appuyés par une frange de l'opposition politique. Ils avaient en fait demandé à la population de participer massivement à toutes les actions des rues projetées le mercredi 15 novembre pour déstabiliser les institutions légalement investies et prendre le pouvoir par la force, a indiqué Pierrot Mwanamputu. Le porte-parole de la PNC a par ailleurs salué l'attitude des commissaires provinciaux et de tous les commandements d'unité qui ont été instruits par une directive opérationnelle de Monsieur le commissaire général de prendre sous le respect des droits humains toutes les dispositions pour que les forces de police sous les commandements soient déployées dans leurs endroits et sites stratégiques. Une manière pour la police nationale congolaise de rassurer les citoyens à vaquer librement à leurs occupations. Bouclons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Isolé au RASOP, Fachi désormais à la traîne des mouvements citoyens ». De quel leadership Félix Antoine Chilombo peut-il encore se prévaloir au sein du RASOP limité ? Se questionne le site du groupe BSC. De poursuivre, la question mérite bien d'être posée au regard des réveils qu'il ne cesse de subir ces derniers temps au sein de cette plateforme sans se rendre compte à quel point il s'est laissé aller à la réalisation des stratégies malgré son radicalisme, se mettre à la traîne d'autres initiatives sans ancrage sous l'intérêt effectif du peuple congolais n'a en effet jamais été la tasse de chef de Etienne Tshisekedi. Mais son fils Félix Chilombo, présenté comme son dauphin politique par une certaine frange de l'UDPS, a, déjà du vivant de son père, engagé ce dernier dans les bidons de certains plans qui ne visaient qu'à servir des intérêts politico-affairistes bien connus. Profitant de l'affaiblissement de son père par la maladie, Fachi va ainsi engager la part dans des initiatives qui ne feront que l'affaiblir. Des secrétaires généraux se succèdent, tandis que le précaré politique de Etienne Tshisekedi est démantelé si ses membres ne sont tout simplement pas éloignés par une campagne insidieuse de diabolisation auprès du sphinx fatigué. Jusqu'à la rocambolesque naissance de la plateforme Rassemblement qui phagocyte l'UDPS qui garde encore quelques beaux restes du temps de sa toute-puissance sur la scène politique. L'opération est rondement menée par Fachi et ses nouveaux amis et à limiter les vrais observateurs n'ont que leurs yeux pour pleureux. Bino Mavungu est l'un de ces derniers des Machicans littéralement humiliés lorsqu'il s'est fait évincer au profit de Jean-Marc Aboun, venu du fin fond de l'ex-Katanga, où il était plutôt connu comme un fervent katombiste. La réalité est que Moïse Katumbi venait de réussir son haut pas sur l'UDPS dans sa campagne de constitution d'une machine politique
pouvant porter son combat pour la présidentielle. Et la mort brusque de Etienne Tshisekedi ne fait que les conforter dans cette posture au moment où l'UDPS n'a plus d'autre voie pour affirmer son autonomie et son indépendance. C'est la fin de cette revue de presse en ligne. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.